C'était un sujet brûlant. Le budget de la sécurité sociale pour 2026 a été adopté de justesse par l'Assemblée nationale ce mardi, après de très nombreux débats. Avec ce budget remanié, plusieurs changements pourraient directement vous concerner. Mais alors comment en est-on arrivé à ce budget et que contient-il? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors avant toute chose, c'est important de préciser que même si le projet de loi de financement de la Sécu 2026 a été voté par les députés ce mardi, il doit encore passer une dernière fois par le Sénat, qui pourra rejeter ou modifier ce budget. Le budget repassera ensuite une dernière fois aux mains de l'Assemblée nationale, qui aura donc le dernier mot. Maintenant qu'on a dit ça, de quoi parle-t-on exactement quand on parle du projet de loi financement de la sécurité sociale? Eh bien le PLFSS, c'est un projet de loi qui est voté chaque année et qui fixe les recettes et les dépenses de la sécurité sociale pour l'année à venir. En France, la sécurité sociale est notamment financée par les cotisations sociales payées par les salariés et les employeurs, mais c'est bien l'État qui redirige les flux. Il fixe concrètement combien la sécurité sociale peut dépenser pour l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales, etc., tout en essayant d'assurer l'équilibre financier du système de protection sociale. Ce budget de financement de la Sécu, il va de pair avec un autre budget, le PLF, pour projet de loi de finances. Celui-ci fixe le budget de l'État pour l'année à venir, donc les dépenses et les recettes, mais celui-ci doit être soumis au vote courant décembre, on en parlera donc en temps voulu, mais pour en revenir au projet de loi de financement de la Sécu, il a donc finalement été voté à 247 voix pour et 234 voix contre, avec 93 abstentions. Dans le détail, les députés de la France Insoumise ont voté contre ce budget, dénonçant trop d'économies dans certains secteurs. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs qualifié sur X ce projet de loi comme étant, je cite, une aberration. Le RN et l'Union des droites d'Éric Ciotti ont aussi voté contre, certains dénonçant des prélèvements, je cite, dans les poches des Français sans s'attaquer au tabou de l'immigration, comme l'affirmait Sébastien Chenu, le vice-président RN de l'Assemblée nationale. De son côté, le groupe socialiste et apparenté a voté pour après avoir obtenu la suspension de la réforme des retraites adoptée en 2023. On va y revenir. Selon Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, ce budget, je cite, fait reculer la politique d'Emmanuel Macron tout en évitant la brutalité du budget initial, même si cela reste imparfait. Et de leur côté, le groupe Ensemble pour la République du camp d'Emmanuel Macron, mais aussi le groupe démocrate et la majorité du groupe Lyot ont voté pour. Les écologistes, les Républicains et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, se sont eux abstenus. En tout cas, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remercié sur X les députés pour, je cite, leur responsabilité. Et maintenant qu'on a bien revu tout ça, que contient justement ce fameux budget et que va-t-il changer concrètement? Alors on va pas pouvoir détailler ici toutes les mesures qui font partie de ce projet de loi et qui ont été adoptées, mais les députés ont notamment validé une hausse de 2 à 3% des dépenses d'assurance maladie, comme le réclamaient les écologistes. Concrètement, ça veut dire que l'État va dépenser davantage pour rembourser les soins, les médicaments et les hôpitaux, afin de mieux couvrir les besoins de santé de la population. Une autre mesure qui était particulièrement attendue, c'est la création d'un congé de naissance à partir du 1er janvier 2026. Ce congé de naissance va s'ajouter au congé maternité et paternité existant. Il avait été annoncé par Emmanuel Macron en janvier 2024 en vue d'un réarmement démographique face à la baisse de la natalité, une expression qui avait d'ailleurs pas mal fait débat à l'époque. Concrètement, ce nouveau congé pourra permettre aux deux parents de prendre 1 ou 2 mois supplémentaires pour accueillir leur enfant, soit 4 mois au total. Il sera rémunéré à 70% du salaire net le premier mois et 60% le second. Et une autre mesure dont on avait beaucoup entendu parler, c'est la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale, comme le PS le demandait. Le budget prévoit donc de suspendre jusqu'à janvier 2028 la réforme des retraites, qui avait pour objectif de décaler progressivement l'âge légal de départ à 64 ans. En l'état, la génération née en 1964 partira à 62 ans et 9 mois, donc comme la précédente, au lieu des 63 ans prévus par la réforme, et partira avec 170 trimestres cotisés au lieu de 171. Selon le député PS Jérôme Guedj, cette suspension va permettre à 650 000 personnes de partir plus tôt à la retraite en 2026 et en 2027. Ce nouveau budget fixe également la limitation de la durée des arrêts de travail en fixant une durée maximum de 30 jours et 2 mois pour un renouvellement pour la majorité des arrêts. Selon ses soutiens, cette mesure permettrait de diminuer les arrêts maladie. D'après le ministère des Comptes publics, leur indemnisation représentait 12 milliards d'euros en 2022 contre 7,69 milliards d'euros en 2017. Selon le député Andric Davy du groupe écologique qui s'est opposé à cette mesure, je cite, cette limitation part du postulat que l'augmentation des arrêts de travail est une augmentation de la fraude, ce qui selon lui est faux, une affirmation qui est d'ailleurs soutenue par de nombreux syndicats de médecins. En tout cas, ce nouveau budget doit aussi mener à la création d'un réseau France Santé pour favoriser l'accès aux soins dans les territoires isolés. Selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, ce réseau devrait permettre à chaque Français d'avoir accès à des soins de santé à 30 minutes de chez lui grâce à un réseau principalement composé de structures existantes qui pourraient bénéficier, si elles respectent un cahier des charges, d'un soutien financier d'environ 50 000 euros. A noter que le Sénat avait supprimé cette mesure en dénonçant une coquille vide, mais elle a finalement été rétablie par l'Assemblée nationale. Ses opposants estiment que France Santé ne garantira pas de réelle amélioration de l'accès aux soins dans les territoires et notamment
notamment dans les déserts médicaux. Parmi les idées qui avaient été évoquées, il y avait aussi le gel des prestations sociales pour les maintenir au niveau de 2025, sans augmentation même en cas d'inflation, donc en cas de hausse générale des prix. On parle ici des pensions de retraite ou de l'allocation chômage par exemple, mais cette mesure a finalement été supprimée. Évidemment, il reste encore d'autres passages du budget de la Sécu dont on n'a pas forcément eu le temps de parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on vous met des liens en description. Et comme on le disait en début de vidéo, le PLFSS va désormais repartir au Sénat pour une nouvelle lecture. Il reviendra ensuite une dernière fois à l'Assemblée nationale pour être adopté définitivement. On suivra évidemment ça, et en attendant, on passe tout de suite au reste de l'actualité importante du jour. Et on commence tout de suite avec la première actu. Au moins 30 personnes ont été blessées lors d'un séisme qui a frappé le Japon dans la nuit de lundi à mardi. Il a été enregistré à une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se trouvait en mer, au large de la région septentrionale d'Aomori, au nord du Japon, et il a eu lieu à 23h15 heure locale selon l'agence météorologique japonaise. L'institut a aussi prévenu que d'autres secousses pourraient suivre dans les prochains jours. Une alerte tsunami a aussi été émise, demandant à des milliers d'habitants de la région la plus proche de l'épicentre de se mettre à l'abri. Plusieurs vagues ont déferlé sur les côtes dans la nuit, mais aucune de plus de 70 cm. Plusieurs trains ont aussi été suspendus en attendant la vérification des voies, et les autorités ont recommandé l'évacuation de 28 000 personnes vivant sur l'île d'Hokkaido. Deuxième actu, attention, si vous aviez prévu de faire les courses pour les fêtes, certains produits pourraient avoir des étiquettes trompeuses. En fait, l'association de défense des consommateurs Foodwatch a publié ce mardi son enquête annuelle sur les produits alimentaires festifs. Son objectif, repérer les marques qui surfent sur le marketing de Noël pour augmenter les prix sans rien changer à la qualité. Parmi les 8 produits repérés cette année par Foodwatch, on peut retrouver par exemple des escargots de Bourgogne, de la marque L'Origine du Goût qui ne viennent ni de Bourgogne ni de France selon l'association. Il y a aussi des produits aux emballages de Noël vendus plus cher que dans un emballage classique, des produits qui ont l'air locaux alors qu'ils sont importés, ou encore d'autres avec une apparence chic et raffinée alors que ce sont des produits bas de gamme contenant de nombreux additifs. C'est par exemple le cas d'un pot d'œuf de Lompe Noire dont la liste des ingrédients laisse apparaître 5 additifs, ou encore un bloc de foie gras de canard auquel du nitrite de sodium a été ajouté. On vous met le lien de la liste complète dressée par Foodwatch en description. À noter qu'il n'y a probablement pas que ces 8 produits qui pratiquent ce que l'association qualifie d'arnaque. Troisième actu, des images dévoilées par France Info ce mardi montrent un enfant de 8 ans placé dans un foyer à Paris se faire raser le crâne par une éducatrice en guise de punition. Les faits se sont déroulés en février 2025 dans le 13e arrondissement, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, donc un lieu censé accueillir et assurer la protection des mineurs dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Sur cette vidéo, on peut voir un enfant de 8 ans torse nu et assis sur une chaise, les bras repliés comme s'il avait froid. Une éducatrice est en train de lui raser la tête avec une tondeuse, et l'éducateur qui le filme lui lance alors « On va t'appeler double face car il a le crâne à moitié rasé à ce moment-là ». Une deuxième vidéo montre l'enfant entièrement rasé, quasiment à blanc. Sur le groupe WhatsApp professionnel sur lequel ont été diffusées ces images, les éducateurs semblent expliquer qu'il s'agit d'une sanction envers l'enfant. Une éducatrice s'interroge en affirmant « Vous avez vu avec les parents pour le raser à blanc ?» Ce à quoi un second éducateur répond « Non, nous avons pris la décision sans consulter personne ». Une quatrième personne demande également si c'était la demande de l'enfant, puis une autre éducatrice lui répond « C'est une sanction ». Pour l'avocat de la famille du petit garçon, il s'agit de faits de maltraitance. Il a saisi la juge des enfants à l'initiative de son placement en foyer. La juge a bien accusé réception de ce signalement, mais n'a pas donné suite à l'avocat pour le moment. De son côté, la ville de Paris affirme avoir été mise au courant seulement en septembre dernier. Elle a saisi sa cellule contrôle afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. En tout cas, les éducateurs concernés ont été écartés du foyer. Quatrième actu, Brigitte Macron, la première dame, a traité de sale conne des militantes féministes qui ont interrompu samedi dernier un spectacle de l'humoriste Harry Habitant à Paris. En fait, fin 2021, Harry Habitant a été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Elle l'accusait notamment de lui avoir imposé une sodomie. Et après 3 ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu, confirmé en appel en janvier, donc à un abandon des poursuites. Mais son retour sur scène est depuis contesté, notamment par des militantes féministes qui protestent souvent devant les salles où il se produit. Lors d'un spectacle de l'humoriste aux Folies Bergères ce samedi soir, des militantes féministes sont donc intervenues pour protester, interrompant la représentation. Et c'est en réaction à cette interruption que Brigitte Macron a déclaré, alors qu'elle allait voir le spectacle le lendemain, « S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors », selon une vidéo publiée par le média Public ce lundi. Interrogé par l'AFP, l'entourage de la première dame a assuré qu'il fallait, je cite, « voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène ». Une militante du collectif Nous Toutes Paris Nord ayant participé à l'action s'est dite profondément choquée et scandalisée, ajoutant que les mots utilisés en
disent long sur sa vision des choses, le message politique est extrêmement choquant. Cinquième actu, le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy a annoncé préparer une proposition de loi pour rouvrir les maisons closes, des établissements ouverts à la prostitution légale selon Le Monde. Le RN explique souhaiter des lieux tenus par les prostituées elles-mêmes en mode coopératif. L'objectif, éviter toute exploitation extérieure. Jean-Philippe Tanguy a aussi affirmé que, je cite, les prostituées seraient impératrices en leur royaume. En France, les maisons closes sont interdites depuis 1946 par la loi Marthe-Richard, censée faire diminuer la pratique de la prostitution. Mais pour certains, cette pénalisation de la prostitution n'a pas d'effet bénéfique. Les travailleuses et travailleurs du sexe n'ont plus de lieu où pratiquer légalement, ce qui augmente leur insécurité. En 2016, une loi avait été adoptée sous François Hollande pour pénaliser les clients. Cette législation ouvrait aussi aux travailleuses et travailleurs du sexe l'accès à un dispositif d'accompagnement social, d'aide à la sortie de la prostitution, et ce notamment en ouvrant l'accès à un titre de séjour s'ils sont étrangers. L'association d'aide aux prostituées, l'Amicale du Nid, s'est indignée auprès du Monde de cette proposition de loi qu'elle estime être absurde. Selon elle, recréer des maisons où l'on enfermerait des êtres humains juste pour assouvir les besoins sexuels jugés irrépressibles d'hommes, non, c'est inimaginable. Sixième actu, près de la moitié des journalistes tués dans le monde cette année l'ont été dans la bande de Gaza, selon l'ONG Reporters sans frontières, qui a publié ce mardi son bilan annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Dans le détail, 67 journalistes ont été tués dans le monde en 2025, contre 54 en 2024. 503 professionnels ont été emprisonnés dans 47 pays, 135 sont toujours portés disparus et 20 sont retenus en otage. Selon RSF, l'armée israélienne est responsable de plus de 43% des crimes commis. Au total, depuis octobre 2023, l'armée israélienne a tué près de 220 journalistes, dont au moins 65 dans l'exercice ou en raison de leur travail. Le bilan pourrait même être plus élevé. 311 journalistes et employés travaillant pour des médias auraient été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon les estimations des autorités locales. RSF rappelle aussi qu'en plus de Gaza, de nombreux journalistes ont été tués en Ukraine ou encore au Soudan dans des théâtres de guerre. Enfin, le crime organisé est aussi une cause importante de ces décès. 9 journalistes ont par exemple été tués au Mexique cette année, ce qui en fait le deuxième pays le plus dangereux pour les journalistes dans le monde. Et on finit avec cette info, Paramount Skydance a fait une contre-offre surprise ce lundi de 108,4 milliards de dollars pour acquérir Warner Bros. Discovery. Le groupe Warner avait pourtant annoncé vendredi dernier un accord de rachat avec Netflix pour 83 milliards de dollars, à la différence de Netflix qui ne propose de racheter que le studio Warner Bros. Et la plateforme de streaming HBO Max. Paramount Skydance souhaite acquérir l'ensemble de Warner Bros., y compris ses chaînes de télévision. Paramount affirme que son offre est plus rapide, plus sûre et mieux financée grâce à la famille Ellison, milliardaire et gérante à qui appartient le studio Redbird Capital, et plusieurs grandes banques sont aussi partenaires. Le groupe a aussi critiqué l'offre de Netflix qu'il juge risquée. Paramount estime que Netflix créerait une position dominante dans le streaming avec un risque de hausse des prix et d'impact négatif sur les salles de cinéma. À noter que cette annonce surprise intervient quelques heures après une déclaration du président américain Donald Trump qui estimait que le rachat de Warner Bros par Netflix pourrait, je cite, être un problème. Voilà, c'est tout pour l'essentiel des actus aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou encore sur nos comptes Instagram et TikTok. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain.